crois de plus que cette réflexion correspond à un besoin politique très actuel. Votre travail et les échanges que j'ai pu avoir avec vous m'ont fait bien comprendre que les Français de l'étranger sont aujourd'hui pleinement conscients de leur poids politique nouveau. Cette évolution est non seulement légitime et bienvenue. Elle justifie les demandes qui sont formulées dans votre livre blanc, et que pour l'une d'entre elles, je défends depuis de longues années déjà, à savoir la création d'un secrétariat d'État aux Français de l'étranger qui regrouperait enfin dans une même administration et qui ainsi serait un peu mieux coordonné des domaines très divers qui aujourd'hui sont répartis entre plusieurs ministères. Concernant la création d'une région virtuelle dotée de certaines compétences administratives exercées aujourd'hui par les consulats, il paraît nécessaire, alors même que la réforme territoriale de grande ampleur est en cours dans notre pays, d'en discuter les modalités de manière approfondie. De manière plus immédiate, le besoin politique auquel vos travaux et vos diverses initiatives viennent répondre, c'est celui qui se manifeste à l'approche effectivement des législatives de 2012, et tout particulièrement ici dans cette 9e circonscription, qui est une circonscription, on le sait tous, difficile, mais qui est une circonscription où tout est possible, à condition effectivement que vous vous mobilisiez, à condition que, ce qui est certainement le premier enjeu de cette élection, nous arrivions ensemble à convaincre les dizaines de milliers de nos compatriotes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales d'aller s'inscrire, parce qu'aujourd'hui, peut-être, quand on vit à Casablanca, à Marrakech, ou Tanger, ça peut être aussi utile de voter pour choisir son député, plutôt que de continuer à voter dans son village natal qu'on affectionne, avec peut-être lequel on a coupé très souvent les liens. Voilà, et puis, je crois aussi que cette université d'automne est là pour rappeler, ce sera ma conclusion, qu'en France, depuis 2007, depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas que le secteur des Français de l'étranger qui a été mieux pris en compte. Je crois que depuis 2007, jamais notre pays n'a connu autant de réformes. Éric Besson le rappellera cet après-midi. Mais face à un pays qui avait un peu tendance à s'endormir, soyons honnêtes, ces dernières années, en se croyant toujours le nombril du monde et en pensant que ce qui était acquis était éternel, eh bien, ce n'est pas de la sueur, du sang, des larmes, mais c'est de l'imagination, de la réforme et des efforts, parfois difficiles, on vient de le voir avec les retraites, qui, depuis 2007, sont désormais les règles du gouvernement et de la politique de Nicolas Sarkozy. Je voudrais rappeler très brièvement quelques réformes qu'on a trop rapidement oubliées, parce que peut-être quand on en fait beaucoup, on n'a pas le temps de les communiquer autour, et celles-ci sont un peu oubliées. Dès les premiers mois, nous avons réhabilité la valeur travail. Ça a été alors que les socialistes avaient fait l'apologie des 35 heures. Effectivement, nous avons dit très clairement aux Français, si vous travaillez plus, vous gagnerez un peu plus. Et ça a été notamment toute la réforme concernant les heures supplémentaires. Ça a été la réforme concernant les successions, qui elle aussi a été adoptée dès le mois de juillet 2007. Une réforme qui désormais permet à chacun de nous de transmettre son héritage, le fruit de son travail, à ses enfants ou à ses parents, en évitant que toutes les 3 générations, l'État arrive pratiquement à reprendre l'intégralité d'une succession. Ça a été, dans d'autres domaines, Rachida Dati peut-être en parlera, la création des peines planchers en matière de sécurité. Ça a été, même si cette réforme est contestée, je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'aborder, ça a été la création d'un bouclier fiscal. Ce n'est pas le bouclier fiscal qui aujourd'hui peut effectivement sembler choquant en période de crise, dont on voit qu'une partie de nos concitoyens souffrent et que certains bénéficient de cette mesure. C'est surtout le fait d'affirmer que quand même, quand on travaille, on a le droit d'avoir au moins la moitié du bénéfice de ce travail pour son propre usage. Et puis, je ne vais pas les énumérer parce que j'ai épuisé mon temps, mais je vais les énumérer rapidement. Cette réforme des collectivités territoriales que nous sommes en train d'entreprendre est une réforme capitale, puisque aux côtés du Sénat, pour la première fois, il y a effectivement la décentralisation entre les régions, les départements, les communes est repensée pour être de manière plus efficace, plus rationnelle et moins coûteuse pour nos concitoyens. C'est par exemple aussi la suppression de la taxe professionnelle, qui permet à nos entreprises, qui étaient les seules en Europe à être frappées par un impôt stupide qui pénalisait l'investissement, qui pénalisait l'emploi, et bien désormais pour être un peu plus concurrentielle, effectivement cette taxe professionnelle, là aussi la suppression a été promise par de nombreux gouvernements, pour la première fois elle a été réalisée. C'est enfin la création, par moment, de
de choses qui ne font pas de grand bruit. C'est peut-être l'une des révolutions, je pèse mon mot, qui pèsera long dans l'avenir, c'est la création du statut d'auto-entrepreneur, où plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens aujourd'hui en ont bénéficié et qui redonne un peu l'esprit d'entreprise à l'initiative à certains de nos concitoyens qui ne savaient pas tellement comment pouvoir l'exprimer. C'est la réforme de la carte judiciaire, entreprise courageusement par Rachida Dati. C'est là aussi une réforme qui passe un peu inaperçue, mais qui est vitale pour que notre pays reste dans la course du savoir international. C'est désormais l'autonomie des universités, qui permet enfin et petit à petit à nos universités de retrouver une place acceptable face à leurs concurrents européens et internationaux. Et puis enfin, s'il y a des réformes que vous connaissez en matière de sécurité ou d'immigration, parce que tout simplement, dans ce pays, eh bien, la sécurité doit effectivement rester la première des libertés. Enfin, le bilan de Nicolas Sarkozy de ses 3 premières années de mandat, c'est aussi une grande activité internationale. Souvenez-vous, quand il a été élu, c'était l'échec du traité d'Amsterdam, l'Europe était en panne. Grâce à lui, effectivement, l'Europe a repris le chemin dans la bonne direction. Le traité de Lisbonne a été finalement négocié et ratifié en 1 an et demi. C'est une présidence française de l'Union européenne qui a marqué tous nos pays voisins, parce que tous ceux-ci reconnaissent qu'effectivement jamais une présidence n'a été aussi active. Et puis enfin, c'est le lancement, même si on est, soyons honnêtes, un peu déçus parce qu'on espérait que cela aille plus loin, c'est le lancement de la politique euro-méditerranéenne. Les principes ont été affirmés, la réalité tarde un peu à prendre corps parce que chacun connaît les problèmes internationaux qui la paralysent. Et puis c'est enfin, depuis 24 heures, la présidence du G20, où je pense que la France pourra faire entendre sa musique grâce à Nicolas Sarkozy et essayer de réformer le monde, essayer de réformer certaines institutions avec un souci de plus d'efficacité et de plus d'équité. Voilà, ce que je voulais simplement dire en guise d'introduction à cette université, c'est que les Français de l'étranger n'ont pas été oubliés. Pour la première fois, un président a tenu les 2 promesses qu'il leur avait faites. Il leur rappelait la gratuité des frais d'écolage pour la seconde, la première et la terminale, une représentation équitable comme l'ensemble des autres Français. Je pense que ceci mérite d'être souligné. Je pense que les réformes que nous avons entreprises pour adapter notre pays au XXIe siècle vont aussi dans la bonne direction, même si par moments, l'exemple typique en est la réforme des retraites, elles sont dures à expliquer, difficiles à accepter, mais chacun c'est nécessaire. Et je pense pour les Français de l'étranger, cette université d'été marque vraiment un tournant parce que c'est la première fois, ce sera ma conclusion, c'est la première fois qu'une section fait un tel travail de réflexion. Je crois que pour l'année qui nous sépare maintenant, l'année et demie qui nous sépare des élections présidentielles, où notre candidat aura son programme à présenter face aux Français de l'étranger comme face aux Français de métropole, je suis persuadé qu'il y aura un avant et un après l'Université de Casablanca, parce que désormais, aux côté du travail remarquable qui est fait par les sénateurs et les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, pour la première fois, une section avec des militants, tout simplement, a décidé de prendre en main ces propositions. Et ça, je tiens une fois de plus à vous rendre hommage, parce que désormais, ce sera une référence qui servira, je suis persuadé, de départ à beaucoup de réflexions. Merci. Merci Thierry pour tes propos encourageants qui font chaud au cœur. Les Français de l'étranger savent qu'ils peuvent toujours compter sur ton soutien. Yves Nicolin, député de la Loire et président de l'Agence française d'adoption, a tenu hier une table ronde, hier matin, sur la problématique de la kafala et du tutorat. Outre Yves Nicolin, à cette table ronde, il y avait Catherine Baru, qui est la présidente de la commission de la kafala, nos conseillers élus à l'AFE, des magistrats du tribunal de la famille, un magistrat de liaison de l'ambassade, une représentante du ministère de la famille, des juristes, des avocats, des représentants des différentes associations et des parents concernés par le problème de la kafala. Malheureusement, Yves Nicolin n'a pas pu rester parmi nous, il a dû repartir pour des contraintes impératives.
mais nous avons recueilli son intervention vidéo que nous allons vous diffuser.